Bon, bah voilà, c'est le moment Covid des JTSE. Alors, donc c'est une table ronde, ou plutôt une restitution d'études, on va présenter ça comme ça, étude qui a été réalisée par l'association Reditech, que vous connaissez tous, j'imagine, je n'ai pas forcément besoin de présenter, donc association de responsables techniques, et l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail de la région Grand Est, donc l'ARACT, autour des impacts de la Covid-19, donc en termes de santé, d'organisation du travail notamment. Et donc c'est une étude qui se base sur une enquête qui a été réalisée auprès de directions techniques et d'établissements culturels, enfin de spectacles, de la région Grand Est. Alors les professionnels, si j'ai bien compris, ce sont des professionnels de toute la France. Donc on a aujourd'hui 3 personnes qui vont vous restituer cette étude. Donc Micheline Tribia, qui est ergonome pour l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail de la région Grand Est, donc la RACT Grand Est. Didier Billon, qui est directeur technique de l'ensemble Poirel de Nancy. Et puis on reste toujours dans le Grand Est, hein, avec Joseph André, qui est directeur technique de la Cité musicale de Metz. Donc l'échange, la table ronde échange va s'organiser comme suit. On va avoir 1 heure de restitution. Donc nos 3 invités vont vous présenter les conclusions de cette étude. Et puis à l'issue, il y aura un échange avec vous au bout d'1 heure, donc à peu près 30 minutes d'échange. Sachant que ce qui serait bien, c'est de recentrer un petit peu, d'angler cet échange sur et après le Covid. Qu'est-ce que vous proposez aussi, voilà, pour se relever. Voilà, écoutez, je vais vous laisser la parole. Donc, on va parler des conclusions de cette étude, et puis j'imagine aussi de la façon dont elle a été menée. Voilà, merci, je vous laisse la parole. Merci François, bienvenue donc à tous. Donc les présentations sont faites, on va donc passer rapidement, mais par contre on va peut-être détailler un tout petit peu ce que c'est que l'ARACT. Micheline, si tu peux juste vraiment en 2 mots nous préciser ça. Oui, alors rapidement, donc l'ARACT, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, et on fait partie du réseau de l'ANAC, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui a été créée dans les années 70 pour faire face à des problématiques de santé, sécurité au travail et aider toute entreprise, tout secteur à faire face et à améliorer du coup leurs conditions de travail. Et en Grand Est, on est une petite équipe environ de 16 personnes. L'agence a créé avec les partenaires sociaux dans chaque région de France une ARACT, ce qui fait que nous avons une approche paritaire de nos interventions, c'est-à-dire qu'on est toujours à équidistance entre la direction et les partenaires sociaux. Très rapidement, juste pour vous situer sur quel sujet on travaille sur la qualité de vie au travail, les transformations du travail, le dialogue social et les relations professionnelles en entreprise, l'égalité professionnelle et la mixité, et puis également tout ce qui va être santé, sécurité, prévention des risques. Donc voilà, notre objectif, c'est bien d'outiller, d'accompagner, d'innover tout ce qui va être autour des projets de l'amélioration des conditions de travail. Donc notre expertise, elle va vraiment se situer sur le travail, sa réalisation, et du coup avec un regard particulier porté sur les populations qui réalisent ce travail. Donc juste une précision sur le financement. Nous sommes financés par l'État via l'ANACT et puis la DRETS, la région, le FSE et des prestations directes par les entreprises. Donc on a un financement d'intervention pour les plus de 250. Et donc ce projet a été entièrement pris en charge par l'ARACT. Et il faut savoir qu'à l'ARACT, on était une équipe de 4 personnes sur ce projet. Donc Michael Paquin, qui devait être là, mais qui s'excuse, il ne peut pas être présent parmi nous.
et Roger Tagnou et Lydie Jandel qui ont fait les interviews, parce que le Grand Est, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très très grand, donc voilà. Alors, quel rapport avec Reditech? Eh bien, tout simplement parce que Reditech est en relation avec l'ARACT depuis de nombreuses années, depuis 2013 exactement. Et c'était une occasion d'un travail qu'on a mené pendant 2 ans à l'époque sur les conditions de travail des techniciens du spectacle. Il y a encore en ligne aujourd'hui un document très intéressant qui est une exploration en tout cas du monde du spectacle et la manière dont tous les techniciens abordent ce métier. Donc, on a tissé des liens directs avec l'ARACT et l'ARACT nous est apparu important parce que pour nous, c'est le regard extérieur, tout simplement. Reditech, c'est au jour d'aujourd'hui 315 adhérents, responsables techniques, mais ce regard extérieur, il est extrêmement important quand il est accompagné d'expertise. Donc c'est pour ça que naturellement les échanges ont lieu, de la même manière qu'on est en contact direct avec la CMB par exemple, et qu'on travaille aussi sur des sujets des fois très ciblés. Voilà, ça fait partie de ce travail. Petit détail, pardon, parce que ça va nous suivre tout le long de nos échanges. On va parler de directeur technique. C'est un langage très, très inclusif, mais c'est vrai qu'on ne redétaille pas à chaque fois. Directeur, directrice, etc. Mais on va dire, voilà, il faudra nous pardonner, c'est pour aller un peu vite, mais on voulait quand même le préciser en préambule. Voilà. Sinon, l'objet de l'enquête, c'est clairement, c'était de prendre acte pour les responsables techniques de cette traversée-là qui s'est passée, cette traversée de cette crise, avec 3 grandes thématiques qui étaient vraiment l'impact direct sur notre santé, les répercussions qu'il peut y avoir au niveau économique et social, et puis les modifications qui sont induites dans l'organisation du travail. L'intérêt pour nous, c'est... Alors, on n'est pas spécialiste de Covid, hein, aucun de nous, clairement. On a aussi des vrais métiers à côté. L'intérêt, c'était quand même de proposer des axes de réflexion, et on espère que tout à l'heure, dans l'échange avec vous, on va pouvoir les continuer, mais nous interroger sur vraiment le mieux travailler demain. Il y avait un intérêt très pratique, c'était qu'on voulait travailler sur cette table ronde qui est juste indiquée derrière moi, qui a eu lieu donc, à la Cité de la Musique à Paris. Et c'était important pour nous d'amener des éléments factuels à cette table ronde, puisqu'on avait un plateau très très relevé avec des intervenants de choix. Et c'était important de le ramener, en tout cas, une radiographie de ce qui s'était passé. Voilà. Et la troisième chose, et c'est peut-être un hasard, mais peut-être pas, le Grand Est. Pourquoi ? Peut-être qu'on a été un peu plus impacté que les autres au début. C'est-à-dire que nous, la crise du mois de mars, dans nos familles, dans nos foyers, ça a été un peu plus prégnant peut-être que le reste de la France. Évidemment, le phénomène s'est amplifié ensuite. Donc, je ne sais pas si c'est une explication, mais en tout cas, voilà, ça s'est passé comme ça. Pour revenir sur l'enquête, peut-être Didier, si tu peux nous redire un peu les 2 phases de l'enquête, qui sont 2 phases vraiment différentes. Oui, alors l'enquête, c'est divisé en deux parties. Une partie, une enquête quantitative qui s'est portée sur 130, sur les 130 adhérents Reditech, avec l'élaboration d'un questionnaire qui a été rédigé par l'ARACT avec le logiciel Sphinx, qui est un logiciel qui permet de générer des sondages, de générer des images, des statistiques. Et puis on est arrivé ensemble avec le comité de pilotage à 7 personnes à travailler sur un questionnaire, environ 40 questions, qui a été élaboré pour le 1er mai et qui... Les gens ont répondu jusqu'au 15 mai, ont eu une quinzaine de jours pour répondre à ce questionnaire. Donc c'est très important dans le questionnaire de considérer que c'est un questionnaire à l'instant T du 1er au 15 mai 2021. Sinon, donc l'étude qualitative s'est portée sur une dizaine de structures. Je les ai là. Donc c'est les 4 enquêteurs de l'ARACT qui ont suivi des entretiens avec des responsables des différentes structures, aussi bien en direction que sur l'ensemble de ces structures. Sinon, dans l'enquête, dans les précisions apportées, oui, voilà, c'est que les échanges n'ont pas été que pour des directeurs techniques, même si le questionnaire a été élaboré surtout par des directeurs techniques. Mais dans l'enquête qualitative, on était vraiment beaucoup plus large sur l'ensemble des équipes. Voilà. Et juste avant que Micheline complète,
il faut avoir en tête que quand on élabore un questionnaire, évidemment, et on l'a appris aussi, c'est qu'il y a plusieurs phases pour l'aborder. Soit on pose des questions descriptives pour avoir des chiffres, et vous allez en voir apparaître quelques-uns. Soit c'est pour orienter, pour infirmer ou confirmer des choses. Donc il y a certaines questions qui étaient tournées comme ça. Et la troisième, c'était aussi de bien raisonner sur le fait que on formule une hypothèse, en fait, et c'est la question qui nous permet de vérifier si l'hypothèse est bonne ou pas bonne. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être l'intuition que certaines questions étaient un peu fléchées, mais c'est aussi dans ce but-là. Micheline, quand même, avant qu'on aborde la suite, quelques réactions quand même déjà pour tracer un peu des remarques générales. Oui, alors parmi les remarques générales, alors on était très attachés, déjà nous, l'ARACT, quand Reditech nous a expliqué le projet, on a dit oui, c'est très bien de faire ce questionnaire déjà dans un premier temps, mais nous, on les a orientés vers cette étude qualitative parce qu'il fallait en fait... il y aurait besoin de contextualiser les résultats du questionnaire dans la vraie vie des structures. Dit autrement, de mettre en perspective ce que les répondants auront apporté par d'autres perspectives, celles des directions, celles des administrateurs, administratrices, celles des techniciens qui ne sont pas tous directeurs techniques ou directrices techniques. Donc pour nous, ça c'était très important et le panel, on s'est assuré qu'il soit représentatif de notre région Grand Est. Donc du coup, on a un panel qui va être différent du panel qui a répondu aux questions, puisque majoritairement à l'association Reditech, les adhérents, c'est plus des structures de théâtre. Et là, on va avoir festival, danse, collectif, association, toute petite association de 3-4 personnes salariées. Donc c'était très intéressant aussi d'avoir leur regard sur ce que cette traversée, cette crise a pu transformer aussi dans leur travail et repérer aussi leurs interrogations et leurs pistes aussi, ce qu'ils souhaitent eux pour demain. Donc voilà ce que j'avais à rajouter. Ok, alors on va évidemment développer plusieurs parties, mais juste avant, Didier, tu voulais faire un petit sondage en salle. Oui, donc on s'est dit en préparant cette table ronde, on s'est dit qu'on allait faire un petit sondage. Notamment, j'aimerais qu'en levant la main, vous nous disiez combien de personnes ici, dans cette table ronde, font un métier technique. Pour se rendre compte un petit peu, bon, forcément, on est au GTSE, donc c'est juste normal, un métier administratif. Un petit peu aussi. Un métier artistique. Ah, on n'en a pas. Bon. Ou autre. Bon. Et sinon, combien sont responsables techniques, DT ou RG on a principalement voilà, une assemblée de responsables techniques. Combien ont un statut intermittent? Permanent? Voilà. Très bien. Et combien sont adhérents de l'association Reditech? Une bonne moitié, c'est bien. Est-ce qu'il y a des étudiants? Un petit peu. Des journalistes? Non, pas. Très bien. Comment? Est-ce qu'il y a des gens dans les métiers de la prévention aussi? Un petit peu. Très bien. Bon, ça nous donne une idée. On va pouvoir attaquer en ayant une idée d'un petit peu de qui assiste à cette table ronde. Merci. Alors, avant d'aller dans la partie chiffres et analyse, ça nous semble important quand même, et on va se faire un peu de mal collectivement, mais de se rappeler un peu ce qu'on a vécu quand même. De se rappeler, parce que c'est l'importance aussi de voir quels sont les marqueurs communs qui existent entre nous et les différentes étapes qu'on a dû franchir ensemble. Pourquoi ça? C'est parce que on a été placé en première ligne, hein, évidemment, et puis on a dû faire face, on a dû apprendre à réinventer des quotidiens, seul ou en équipe. Et on verra que dans les résultats, il y a aussi des importances là-dessus. C'est des responsabilités qui ont amené quand même une certaine part de souffrance et de doute aussi. Et donc, voilà, on va se faire un peu de mal, mais se rappeler quand même. Parce que c'était pas si loin que ça, c'est qu'il y a eu une première étape qui était du 11 mars au 11 mai, clairement. Voilà, c'était le confinement national, c'était la sidération, c'était l'isolement, l'incertitude. Et dans cette gestion de crise, il a fallu
pour nous, responsables techniques, essayer de comprendre ce qui arrivait au fil de l'eau, évidemment, organiser le retrait des salariés, les activités partielles, les récupérations. Il a fallu mettre en place le télétravail avec son lot de difficultés techniques, se battre avec le VPN, avec les réseaux, etc. Phaser le retour des salariés, puisqu'il a fallu vraiment commencer à réfléchir à ça. Dans le cadre du plan de continuité, il a fallu remettre à jour des documents uniques de prévention, préparer les lieux, préparer les balisages des lieux, trouver des EPI, réussir à commander du plexiglas, c'est pas si simple que ça. Et puis surtout, vous avez remarqué qu'il y avait une corrélation importante entre les produits et puis la courbe d'achat, hein, le prix du masque à l'époque, rappelez-vous. Voilà, mettre en place des protocoles de reprise, préparer des attestations, parce qu'on s'était préparé pour arriver justement à cette période de fin de confinement. Et dans toute cette période, eh ben, il a aussi fallu, évidemment, pour nous, continuer à discerner les situations, décrypter les annonces, ce qui n'était pas évident, et puis important, maintenir un lien étroit avec les salariés qui étaient tous partis dans la nature. Voilà, c'était une période où clairement on se rassure un peu, où on essaie de se rassurer en se persuadant qu'on va pouvoir enfin faire des dossiers qu'on n'a pas le temps de faire avant. Et on a un peu tous connu ça, et puis je mets au défi les gens de savoir s'ils ont vraiment réussi à faire ces dossiers. Clairement, on n'y a pas réussi. La deuxième étape, c'était le déconfinement, et puis c'était le premier jour de pluie quand même à Metz. Pas de pluie, et le jour du déconfinement, c'était la flotte. Hein. C'était le 11 mai. Et là, il a fallu évidemment, dans cette phase qui nous a amené jusqu'au 30 octobre, rappelez-vous, il a fallu accompagner des phases de reprise qui étaient scandées entre les salariés, les artistes, etc. Et dans les salariés, il y avait les catégories de salariés aussi, qu'il a fallu un petit peu pour les grosses maisons, où il a fallu organiser les choses. Surveiller les protocoles de sécurité qu'on avait tant de mal à mettre en place, commencer à adapter des budgets techniques, évidemment, parce que ça, c'est aussi le travail, c'est déjà d'imaginer l'après. Assumer l'été culturel aussi, le premier, qui nous a été quand même à peu près imposé par les autorités nationales. Jongler avec les jauges, il a fallu déjà à cette époque-là décrypter des décrets, etc. Et on va dire que le stop and go, on était en formation initiale, quoi. C'était la première phase. Et pendant tout ce temps-là, travail d'équilibriste, il fallait pas oublier de se protéger aussi soi-même, parce qu'il a fallu revenir dans la maison. La première fois que je suis revenu dans ma maison, on se sentait un peu bizarre, quoi. Il a fallu rassurer, et rassurer pour un directeur technique, c'est pas un vain mot, parce que quand on est directeur technique, et vous savez ce que c'est au quotidien, on passe notre temps à rassurer les gens. Tous les gens qui passent notre porte, on règle des problèmes, et on est content de régler des problèmes qu'on sait régler. Et ça nous arrive même aussi de dire clairement oui, pas de souci, même si on n'a pas encore la réponse. C'est pas grave, on est formé pour ça. Quand on se retrouve dans cette période, eh ben moi, on vient me demander qu'est-ce que va dire Macron dans 2 jours. Moi, je ne sais pas. Et on vient me demander de répondre à des questions. Je ne sais pas. C'est pas dans mon ADN. Et on a tous connu ça. Donc, c'était cette période où on était très sollicité parce qu'il y avait cette angoisse. Il a fallu donc rassurer. Et il a fallu aussi, c'était important à cette période, essayer entre structures, entre lieux, au niveau régional en tout cas, d'avoir des réponses à peu près cohérentes, parce que les décrets étaient compliqués à décrypter, mais il fallait que ça parle à peu près au public, qui comprenne ce qui se passe, qu'il n'y ait pas 3 avis différents quand il arrive dans 3 lieux différents. Voilà, donc c'est une période où quand même on pense que le meilleur est quand même devant nous, et que bon voilà, on commence à voir peut-être le début. La troisième étape, ça a été l'étape du 30 novembre au 15 décembre. 30 novembre, ça a été le second confinement, qui était évidemment moins strict, avec l'expérience qui nous rassurait, et cette idée que, bon, ok, on faisait une petite piqûre de rappel, mais on allait s'en sortir. Là, on était plutôt en mode stage de perfectionnement quand même, hein, sur le stop and go, parce que c'était la gymnastique hebdomadaire, faire et défaire, consolider les liens avec des artistes et des résidences. Hein, c'est vraiment ces moments-là où on a commencé vraiment à puiser un peu dans nos ressources pour avoir des bonnes idées. Préparer les conditions de cette nouvelle reprise, parce que la date du 12 décembre était dans les mémoires de tout le monde, évidemment. On allait enfin pouvoir essayer d'y croire. Et puis, la 4e étape, c'est du 15 décembre à mi-janvier. Trop beau pour y croire, quoi. On va dire que les objectifs n'étaient pas atteints, et surtout, la culture devient non essentielle. Et c'est quand même à ce moment-là la grosse sanction pour tout le milieu. Là, on est passé en mode expert sur le stop and go. Annulation généralisée, et il faut réadapter de nouveau les budgets. On est en fin d'année, les budgets primitifs sont en cours de vote, etc. Il y a tous ces passages-là. Pendant ce temps-là, il faut maintenir le moral des troupes, son propre moral déjà, ce qui n'est pas simple, le moral des troupes. Et puis au niveau familial, il faut commencer à réfléchir aux 5 personnes qu'on pourra inviter pour passer les embûches de Noël, puisque vous vous souvenez qu'il y avait des restrictions aussi au niveau familial, quoi. Voilà, c'est une période avec une grande lassitude, et on en reparlera tout à l'heure évidemment.
À partir du 20 janvier, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent, hein, comme on dit. Donc tout le monde a connu ce blackout aussi, 20 janvier, début février, où les choses commencent à être repoussées. On a compris en gros qu'il fallait rien espérer dans l'immédiat. C'est à ce moment-là qu'on s'est aussi rappelé, souvenez-vous, que au tout début de la pandémie, certaines mauvaises langues prédisaient de « ouh là là, il y en a pour un an ». En Allemagne, on nous explique que les salles vont fermer pendant un an, etc. On s'était tous dit que non, quand même. Et puis là, on arrive tout doucement au bout d'un an, quoi. La 6e étape, c'était du 3 avril au 3 mai. C'était évidemment le 3e confinement national. Bon, là, il n'y a pas d'issue, sauf de préparer le futur déconfinement. Mais on commence à être habitué, c'est la 3e fois. Et là, par contre, ça devient intéressant parce que les dossiers techniques remontent en surface, ça y est. On va enfin pouvoir s'habituer à faire du spectacle. On va pouvoir enfin se recasser les têtes sur des vrais sujets, sur des sujets qu'on maîtrise, ou en tout cas qu'on est formé pour ça. Ça a été une période aussi, rappelez-vous, qui était en parallèle importante. C'était l'occupation des lieux, des occupations avec des mouvements sociaux. Certains directeurs techniques ont dû les gérer aussi directement pour organiser aussi l'ouverture des lieux, le suivi, etc. Didier était bien placé pour le savoir. Voilà. Et puis la 7e étape, c'est évidemment entre le 3 mai et maintenant. Voilà, on regarde enfin devant nous, donc on est bien habitué à jongler avec les jauges. On s'est récupéré la question des passes sanitaires et le surcroît de personnel pour ça, évidemment. On a retrouvé les sensations, et heureusement avant l'été, parce que voilà, les vrais spectacles ont permis aussi de remettre les gens au travail. Parce que la difficulté, c'était quand même ça. Pour soi-même, c'était de se rendre compte que on n'était pas habitué à être à la maison tous les soirs et les week-ends à la maison non plus. Donc il faut aussi se forger à cette idée. C'est aussi la période maintenant où on apprend on invente des mois de 32 jours, 33 jours, 34 jours, parce qu'il y a tellement de choses à caser qu'il n'y a pas assez de jours dans le calendrier. C'est le casse-tête qu'on connaît aussi, et on va voir pourquoi, d'embaucher des intermittents qui soient disponibles. Voilà, ça tout le monde a vécu à la rentrée. Voilà, et on croise les doigts pour la suite. Alors, Readytech dans tout ça, petit mot quand même, Readytech évidemment a suivi tous ces événements-là, de manière individuelle et collective. À la fois, il y a eu des travaux pour comprendre ce qui se passe, donc du décryptage de décrets, et on s'est appuyé sur ça, sur les collègues qui étaient les plus réveillés, les plus habiles pour ça, les plus agiles. On a échangé aussi, c'était un moment épique, avec le professeur Bricaire et Audience. On avait eu, donc ça c'était en mai 2020, et lui nous avait beaucoup rassuré sur le fait qu'on était en sortie de crise, etc. Mais c'était un échange très fort. On s'est questionné, Readytech s'est questionné dans toutes ces périodes. On a échangé beaucoup avec les extérieurs, des échanges avec des professionnels, des collectivités, des business plans dans le Grand Est par exemple, pour essayer de trouver des moyens pour passer cette crise. On s'est rapproché de professionnels, on parlait de la CMB, de l'ARACT, voilà, de l'ARACT où vous avez mis en place des objectifs reprises aussi qui étaient dans cette période-là. On a même écrit au Premier ministre, on s'est pris en 4 temps, parce qu'on avait envie de les sensibiliser quand même sur la question des intermittents. Certes, l'année blanche avait été décrétée, c'est important, mais il était important pour nous d'imaginer aussi qu'il y a un soutien moral aussi pour cette population qui est indispensable. Et l'objectif de ce courrier, c'était quand même à la fois de s'interroger sur la formation. Voilà, ce serait bien dans cette période compliquée, peut-être que la formation des intermittents puisse être assujettie également d'heures à déclarer, quelque chose qui soit en rapport avec leur salaire, quoi. Et puis la question du numéro d'objet, puisque c'est la période où on a l'habitude, et il ne faut pas le dire trop fort, mais de biaiser aussi les numéros d'objet pour mettre de l'intermittent sur des périodes d'entretien de matériel, de maintenance, etc. Et là, il y avait ce besoin aussi, on les a interpellés pour ça, non pas qu'on ait personne pour faire la maintenance, mais c'était une manière de les ramener aussi au théâtre, de les ramener sur les plateaux et pas les avoir seulement à distance. Voilà. Et la dernière chose, évidemment, donc on a agi en réseau aussi, hein, évidemment, Readytech. On a consolidé les réseaux nationaux, régionaux. Le nombre d'adhérents Readytech est monté de plus de 30% dans cette période. On a mis en place avec l'agence les cafés techniques, avec l'agence culturelle du Grand Est, un guide opérationnel aussi, un charte des bonnes pratiques pour essayer de consolider des pratiques. Et puis, pour finir, évidemment, on a essayé de se projeter avec cette table ronde du mois d'octobre, et puis avec ce questionnaire aussi qui était en amont. Voilà ce qui a à peu près défini tous ces marqueurs et je pense que dans le petit récit très rapide que j'ai fait, j'ai pas tout dit, mais chacun a pu à peu près essayer de se refaire ce petit exercice de mémoire. Et Micheline, ça t'inspire quoi sur juste ces quelques repères? Bah oui, quelques repères, par rapport à cette rétrospective. C'est vrai que la crise, elle a apporté de multiples questions dans vos professions, sur la délimitation notamment du périmètre d'activité, sur la fonction du directeur, de la directrice technique, jusqu'où ça va. Et on parle notamment, c'est soulevé par rapport à la question sur le sujet de la prévention des risques. Le développement de nouvelles compétences, notamment managériales, certaines
ça s'est mis un petit peu en lumière au moment où les équipes n'étaient plus là, où les équipes sont à distance, et comment on fait pour continuer ce lien et comment on manage à distance, et on se rend compte que ces compétences-là, il faut qu'on les développe. Et puis, comment se sont pris les décisions en interne, comment les instances représentatives du personnel, quand elles sont là, les CSE, comment ils ont joué le rôle, comment on a pu s'appuyer sur eux. On voit aussi également beaucoup de marqueurs au niveau des risques psychosociaux qui vont apparaître au fur et à mesure des étapes, surtout à partir du mois de janvier. Mais on voit notamment beaucoup de lassitude, de découragement, de risque d'isolement, d'énormément de fatigue, et encore beaucoup aujourd'hui. De la charge de travail qui est inégale, qui a été inégale au temps fort de la crise, notamment, et puis une inéquité des situations personnelles, c'est-à-dire au temps fort de la crise, des situations familiales, voilà, auxquelles il fallait faire face, des lieux de vie, le fait de ne pas pouvoir télétravailler parce qu'on n'a pas de connexion, la connexion n'est pas bonne, on n'a pas le matériel, tout ça, ça a soulevé énormément de questions aussi par rapport à l'organisation du travail. Et du coup, effectivement, les choses se sont réinterrogées à chaque fois, à chaque étape. Il y a des stratégies, voilà, qui se sont renouvelées en termes d'organisation. Il y a une sorte d'apprentissage au fur et à mesure. Après la période de stupeur, tout le monde a été dans la stupeur au mois de mars. Tout de suite, le souci des équipes, des collectifs, comment on va faire. Et là, on voit des choses qui se sont mises en place qui n'existaient pas avant. Des entretiens individuels, par exemple. D'autres n'ont pas fait d'entretien individuel, mais ont fait des temps d'échange collectif parce que l'équipe est plus petite. Également, on a cherché à se réorganiser, à s'organiser, à trouver du sens, à mettre de l'activité. Et puis l'importance des réseaux. Ça a vraiment progressé. Des réseaux professionnels, mais aussi des échanges internes. Des groupes de travail sont nés, une réflexion beaucoup plus participative en tout cas. En tout cas, voilà, on voit beaucoup de questions finalement qui arrivent et qui se posent pour l'avenir, notamment avons-nous toujours une utilité sociétale? Ça, c'est des questions qui nous sont parvenues jusqu'à nous lors de l'enquête qualitative, mais aussi comment on va faire pour manager des populations qui ont vécu des choses différentes, avec des organisations hybrides. Certains en télétravail, d'autres non, d'autres les deux. Voilà l'exemple de cette compagnie de danse où en fait les danseurs ont pu revenir mais pas l'équipe administrative. Donc voilà ces éléments, comment on fait après pour redonner du lien et du sens dans tout ça. Est-ce qu'on va repartir comme avant? Est-ce qu'on va pouvoir garder nos espaces de discussion? Voilà, on va voir un petit peu tout ça dans la suite. Voilà. Alors du coup, on arrive à une transition évidemment où on va maintenant vous parler de ce questionnaire et des chiffres. Pour information, on ne donne que quelques chiffres, mais les chiffres complets seront téléchargeables aussi sur les liens donc de Redditech. Donc voilà, on va aborder donc cette question et on va commencer par la question donc de l'impact sur la santé. Alors la santé. Dans l'enquête, nous avons cherché à savoir comment les enjeux de santé ont continué à être traités pendant cette période de crise sanitaire. Et donc nous avons posé des questions autour de est-ce qu'il existe une démarche de prévention des risques professionnels chez vous? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un document unique? On a aussi interrogé sur l'émergence ou l'accentuation des risques psychosociaux et puis la gestion aussi des mesures, mais ça tu l'as évoqué, de protection individuelle et collective. Donc l'enquête, elle a questionné plusieurs aspects liés à la santé, l'état psychologique, les moyens de prévention existants, les consignes sanitaires, la prise en compte des risques psychosociaux, l'écoute des préoccupations et l'implication dans le dispositif de prévention. Alors dans la première slide, le nuage de mots nous montre l'état psychologique des directeurs techniques à ce moment-là. Et c'est illustré par un paradoxe entre l'enthousiasme, la fatigue, le stress, ou les gens qui trouvaient une certaine motivation dans cette situation particulière. Oui, alors ce paradoxe, on peut l'expliquer par le fait que le questionnaire a été lancé au moment de l'annonce de la reprise. Donc ça illustre effectivement cet état de fatigue qui est là prégnant, et enfin on voit un peu un bout de tunnel. Donc ça, voilà, ce nuage de mots illustre beaucoup ce paradoxe-là. C'est comme ça qu'on va l'expliquer.
La slide suivante montre un état de santé dégradé, avec 38% qui trouvent que c'est dégradé, meilleur pour 5%, prise en compte négligeable ou ignorée pour 50% de nos confrères et consoeurs. Alors là, ce qui est compliqué dans l'interprétation des chiffres, c'est de savoir si la crise, elle révèle, elle exacerbe des situations individuelles qui étaient déjà compliquées, certainement, mais ça a aussi rajouté d'autres choses. N'oublions pas que la crise sanitaire, tout le monde a été impacté. On est impacté personnellement, on est impacté professionnellement, et toute profession, toute activité a été impactée. Donc voilà, il y a des nuances peut-être à apporter. Ensuite, dans la suivante, on a donc pour la santé à nouveau, donc dans l'intégration des risques psychosociaux, on a 52% qui répondent que ça n'a pas été assez pris en compte. Et dans la prise en compte par la direction, on a 29% qui trouvent que ça n'a pas été satisfaisant. Donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est que, je vous ai déjà parlé effectivement des marqueurs de risques psychosociaux qu'on retrouve au fur et à mesure de la crise et qui restent toujours prégnants aujourd'hui. Je vous ai parlé de cet état de fatigue. C'est vrai que lorsque le mot a été dit que la culture était non essentielle, ça a été un impact très fort. Effectivement, beaucoup se sont interrogés sur quelle est l'utilité, le sens du métier. Et ça, c'est vraiment, en termes de risques psychosociaux, effectivement un facteur majeur. Et du coup, beaucoup de structures, enfin les structures qu'on a rencontrées se disent, voilà, maintenant on va faire ce travail-là sur les risques psychosociaux. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe en interne chez nous, mais à quelle temporalité on peut lancer un travail sur le sujet. Voilà les questions qui restent quand même en suspens. Mais il y a eu effectivement donc 29% de répondants qui disent que c'était pas forcément assez pris en compte par la direction. Rappelons que tout le monde a été impacté et que beaucoup, nous, ce qui nous est remonté lorsqu'on a rencontré les structures, il y avait une forte préoccupation du personnel. Voilà, donc je pense que ça, faut quand même le souligner. Et que la prévention du Covid, en plus au départ, on ne connaissait pas ce coronavirus. Il a fallu apprendre à le connaître, apprendre à gérer. Et on a retrouvé aussi des peurs très fortes qui, au fil du temps, ça a été des éléments qui ont été rassurés quand on a appris à mieux connaître. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui me disaient je ne sais pas, si par exemple, quand j'ai désinfecté le fauteuil, j'ai oublié cet espace-là, et que la personne, elle le touche et elle est malade, c'est moi qui suis responsable? Est-ce que je suis responsable? Voilà. Ensuite, à la question suivante, il y a 58% des responsables techniques qui ont trouvé que leur engagement était plutôt volontaire. 51% ont trouvé que c'était dans leurs attributions normales. Ensuite, 22% ont été nommés référents Covid, en tout cas ont eu la casquette référent Covid. Et ensuite, 22% ont trouvé que c'était discutable. Alors peut-être que c'est les mêmes qui ont trouvé que c'était discutable et qui étaient nommés référents Covid. Alors insu. Alors c'est vrai que vous avez l'habitude, dès qu'il se passe quelque chose, on se tourne vers qui? On se tourne vers le directeur ou la directrice technique parce qu'ils auront la solution. Et voilà, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de structures. Il faut savoir aussi que dans les toutes petites structures, en tout cas celles que j'ai rencontrées, le ou la référente Covid, ce n'était pas forcément le ou la responsable technique. Ça pouvait être aussi la secrétaire, par exemple, qui se chargeait de cette mission-là, de récolter toutes les infos. Voilà, donc la distinction qu'on peut faire, en tout cas dans la compréhension des chiffres, c'est aussi par rapport à la taille des structures. Et au fait, est-ce qu'on travaille tout seul ou est-ce qu'on est déjà dans une équipe? On a effectivement des grosses maisons où il y a un comité de crise qui s'est mis en place. D'autres, c'est le comité de direction qui s'est réuni beaucoup plus souvent, le CSE qui s'est réuni beaucoup plus souvent. Enfin voilà. Donc je pense que c'est aussi ça l'explication. La question suivante, sur le rôle des DT. Les responsables techniques relatent un rôle complexe, mais compris au sein des structures.
avec un sentiment d'impuissance face à la situation pour 70% d'entre nous. Une charge mentale importante de 65%, un épuisement pour 59%, c'est quand même pas négligeable, et des difficultés à déconnecter avec un impact sur la vie privée pour 61%. Donc là, on voit, on renote encore des marqueurs, on pourrait dire, des facteurs de risque psychosociaux. Le paradoxe, je l'appelle comme ça, c'est peut-être pas la bonne appellation, mais l'impact sur la vie privée et la vie professionnelle, ça peut sembler paradoxal dans vos métiers où, effectivement, vous êtes amené à travailler tard le soir, où il y a déjà un impact sur votre vie privée. Mais là, c'est de façon exacerbée, peut-être parce que la préoccupation, elle dépasse la sphère professionnelle et elle arrive aussi dans la sphère privée. Donc, et puis, il y avait aussi la préoccupation, le fait de savoir que dans l'équipe, on a des personnes à risque, mais qu'on n'a pas à connaître la pathologie de son équipe, mais qu'on est amené à connaître de fait parce qu'il faut une protection particulière de la personne. Et du coup, ça pose énormément de questions et ça rajoute une charge mentale encore importante. Ensuite, sur la question suivante, on voit le rôle important des réseaux sur la manière dont on a pu chercher des sources d'informations, on a pu trouver de l'aide au niveau ressources, avec 70% qui ont trouvé leurs ressources grâce à Redditech, notamment sur le foyer Redditech. Bon, rien d'étonnant vu que c'était une question posée aux adhérents Redditech, mais également des sources ministérielles à 53%. On a également les réseaux sociaux aussi, pour 42%, qui ont été source d'information pour certains d'entre nous. Oui, alors je l'ai dit, la place des réseaux, elle a été vraiment très très importante et elle s'est même démultipliée. Puis le fait d'avoir Zoom ou autres outils de visioconférence, ça a élargi effectivement les possibilités de se retrouver en réseau. Donc nous, on est en bas de tableau. Je pense que maintenant, on va remonter dans les sondages. Voilà, alors sinon, dans les phrases qui sont revenues, alors on a relevé quelques phrases particulières, des verbatims qui sont « Je suis dans un état fluctuant qui passe d'un état d'angoisse à l'avenir à un état enthousiaste en fonction des annonces. Je me sens isolé de par mon statut d'intermittent ou permanent. » Voilà. Isolé de la direction et des collègues, pas de visibilité de reprise et inquiétude quant à l'après-crise. C'était ce qui revenait souvent. Donc là, on est sur la partie répercussions économiques et sociales. Alors, la situation économique, nous, on a l'habitude de dire qu'elle fait partie des 3 piliers de la bonne santé de toute entreprise. Donc, si la situation, elle est bonne, elle permettra de se projeter dans l'avenir, d'envisager les saisons plus sereinement, voire d'investir dans du matériel. Et là, l'arrêt brutal de l'activité a eu un impact fort sur l'économie des structures. Alors, si les aides de l'État ont pu rassurer, la durée de l'inactivité, elle a pu inquiéter, fragiliser ce volet économique. Et puis, on se questionne pour demain, quel va être l'impact demain, puisque l'impact, on ne le voit pas forcément aujourd'hui. Je vais pas... Si, Oui, donc on est sur à nouveau un nuage de mots là, sur l'état psychologique. Dans le cadre des répercussions économiques, certains sont inquiets, d'autres sont confiants. On voit que les personnes inquiètes disent être non informées, qu'il n'y a pas de visibilité également, c'est ce qui ressort. Notamment, il y a aussi des situations ambivalentes où on n'arrive pas à se positionner, tout simplement. La question de la posture des responsables techniques est engagée. Oui, alors toujours ce paradoxe par rapport à, je rappelle, le contexte de la passation du questionnaire. Et puis il y avait aussi beaucoup de questions, d'inquiétudes sur la partie, les préoccupations environnementales. En fait, c'est vrai que ça a fait réfléchir un peu tout à chacun. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant les temps forts de la crise, quand on était tous confinés, tout le monde disait « Regardez, on voit mieux les étoiles le soir ». Enfin, voilà, on entend les oiseaux chanter, enfin bref. Non mais, c'était un peu ça. Et donc, en tout cas, voilà, ça a fait réfléchir beaucoup sur l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Et on va le voir plus tard, ça donne des pistes aussi
de réflexion sur comment organiser les saisons peut-être de façon plus territoriale. Alors la prochaine question portait sur les travaux. On a plus de 50% des répondants qui pensent que la situation va avoir un impact sur les travaux, avec 63% qui pensent qu'on sera impacté au niveau de la transformation du parc scénique et 60% sur les travaux de construction et aménagement. Alors là, on pourrait dire qu'il y a un paradoxe avec l'enquête qualitative parce qu'en fait, les structures qu'on a rencontrées nous ont dit on n'a jamais fait un si bon chiffre en fait, puisqu'il y avait peu de frais. Donc du coup, avec aussi, oui, mais du coup, on a eu une aide aussi pour financer l'activité. Est-ce que ça, on va nous le reprendre? Donc, on va provisionner et on va réinvestir. Et certains ont investi dans du matériel. Le ballet a investi sur une scène à l'extérieur pour pouvoir danser. Donc, voilà. Donc, il y a eu aussi, ou d'autres dans de la création, dans l'accueil de compagnies en résidence et dans de la création, avec maintenant beaucoup de choses à diffuser. Alors pour la suite, on avait on était sur les professions. Non, c'est pas la bonne question là. Excusez-moi. Ah oui, pardon. On était sur l'impact économique, donc avec 50% des répondants qui évoquent un impact direct sur l'organisation du travail. 66% pensent que c'est un impact sur l'organisation et 77% sur la motivation des équipes. Donc nous, ce qu'on a vu au niveau de l'enquête qualitative par rapport à cet impact sur l'organisation du travail, je vous ai dit, voilà, on investit dans de la création, etc. Et du coup, on voit que ça rajoute des spectacles, ça a rajouté des spectacles sur cette saison-là qui était déjà complète. Voilà, donc certes, oui, c'est un impact sur un côté positif, mais avec un point de vigilance également par rapport à cette surproduction pour cette année. Et la question suivante portait sur l'impact sur les professions. Donc on a posé la question à savoir quelle profession pensez-vous qui serait le plus impactée par la crise Covid. Donc on voit à 86% ce qui nous paraissait le plus important, c'est les prestataires son et lumière. Ensuite, on est à 74% sur les artistes. Et ensuite, 71% les métiers du scénique. Et les loueurs d'instruments et backline et les traiteurs également étaient cités. Et effectivement, parmi les professions touchées, ce que m'ont raconté donc vos collègues, voilà, ils ont bien constaté que les restaurants autour d'eux avaient fermé, les hôtels aussi. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de travailler avec les mêmes hôtels, ils vont envoyer les intermittents ou les artistes. Et pendant cette année-là, ça a été, ils n'ont pas pu travailler. Donc voilà, ça fait beaucoup de difficultés et puis de difficultés aujourd'hui d'approvisionnement, mais ça c'est vrai pour tout secteur. Ensuite, il y a une question aussi sur l'intermittence avec les répondants qui sont préoccupés par la situation des intermittents, avec abandon de la profession, enfin une peur de l'abandon de la profession à 75%, une peur de l'augmentation de la précarité à 75% également, une perte des compétences, 57% pensent qu'on va perdre en compétences, et aussi le risque du passage au régime général pour 38%, pardon. Donc ça, c'était effectivement une vraie crainte. Quand on a échangé avec les structures, ils nous ont parlé de leurs grosses difficultés aujourd'hui à trouver de la main-d'œuvre. Déjà du fait parce que comme les saisons, elles ont plus de dates, donc on a besoin de plus de personnes. Et il faut savoir aussi que cette crise, elle a impacté beaucoup les jeunes professionnels arrivant, donc de futurs intermittents, qui n'ont pas pu trouver et faire leurs premières armes. Ça joue également. Et puis, certes, il y a eu un maintien de salaire dans beaucoup. Enfin, c'est vrai, vous avez assuré vos engagements, en tout cas dans la première partie de la crise.
mais ce qui a été beaucoup plus difficile au long terme, et notamment pour les intermittents travaillant avec les prestataires. Donc l'année blanche, elle ne règle pas tout. Ça reste une préoccupation forte aujourd'hui. Alors quand je dis les intermittents, là c'est vraiment tout métier, hein. C'est les techniciens certes, mais on m'a parlé aussi dans la danse, voilà, dans d'autres métiers. Ensuite, il y a une question sur les secteurs impactés, avec les répondants qui sont préoccupés par l'impact sur les budgets de fonctionnement à 58%, les ressources humaines à 60%, les moyens de production également 54%, et les recettes propres en billetterie à 68%. Alors, sur cette partie-là, donc oui, il y a eu des aides. Il y a une incertitude que je vous ai un peu dit sur les aides partielles. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas provisionner? Est-ce qu'on rentre vraiment dans les clous? Est-ce qu'on ne va pas les rendre à un moment donné? L'impact de cette crise sur l'année 2023-2024, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces subventions? Les collectivités, elles ont joué leur rôle, mais il faut quand même se rappeler que, en fait, si on prend le panel de toutes les structures du spectacle vivant, il y a beaucoup de très petites structures et beaucoup de lieux non subventionnés qui, eux, ont été vraiment en difficulté et qui ont dû trouver voilà, d'autres façons de faire pour pouvoir survivre pendant cette crise. Donc vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne. Donc les subventionnés voilà, ont pu s'en sortir. Et les autres, ben, ils ont joué sur d'autres tableaux, le bénévolat, ou trouver des continuités d'activités possibles, puisque voilà, parfois ça a été possible sur certains territoires de continuer une activité, quoi. Donc également sur ce point économique, on a relevé certaines phrases, certains verbatims qui ont été notés. Un inconfort lié au manque de prévisibilité, mais globalement, l'institution reste solide. Pourrait être questionné si les collectivités sont déstabilisées par la crise sanitaire, économiquement ou politiquement. Également une gêne du fait que nos structures subventionnées ont et auront des résultats 2020 et 2021 excédentaires, alors qu'une frange importante de la profession affronte une précarité devenue encore plus criante, inquiet sur le financement futur de la culture au regard des priorités politiques post-crise, inquiet sur les conséquences des exonérations de charges importantes accordées aux entreprises sur notre système social. Voilà, alors pour peut-être conclure, simplement dire que voilà, certaines personnes se posent la question du modèle économique. Est-ce que ce modèle-là doit évoluer? Est-ce que le modèle création-diffusion, est-ce qu'il doit bouger également? Voilà, il y a des questions qui se posent aussi autour du modèle économique actuel. Alors, c'est moi. C'est à toi. Alors, au niveau des mutations induites sur l'organisation du travail, c'est vrai que la crise sanitaire vous a demandé une adaptation, une flexibilité du travail plus accrue qu'à l'accoutumée, parce que franchement, depuis que je vous connais, je n'ai jamais vu autant d'adaptation et de flexibilité. Ça n'existe pas, ça existe peu ailleurs, mais là, effectivement, ça vous a demandé encore un petit peu plus, voire même de créativité. Donc il a fallu faire des choix plus ou moins faciles dans cet environnement incertain, nouveau. Ces choix ont concerné tous les sujets du travail, les reports, le planning, les gestes barrières, le télétravail, les équipes et leur motivation, la prévention des risques. Le stop and go ont poussé toutes les structures à modifier leur façon de travailler. Certaines activités émergentes se sont développées, d'autres se sont renforcées. Alors je pense à la captation vidéo. Certaines maisons sont devenues 100% vidéo pendant la fermeture. Les résidences d'artistes, les projets aussi avec les écoles, quand c'était possible, étaient encore là. Et puis le rôle de la direction, qui est un rôle très important, puisque c'est la direction qui va finalement, d'où son nom, donner le cap dans la réalisation du travail. Donc c'est ce qu'on a interrogé, ce qu'on a cherché de voir justement, c'est quelles étaient ces transformations au travers du questionnaire et de l'enquête Cali.
Alors oui, sur ce volet travail, le premier retour qu'on a eu, c'est une grande frange des répondants qui a le sentiment de ne rien lâcher, de ne rien vouloir lâcher, aussi de satisfait du travail accompli, également une impression de sortir de leur mission normale, leur mission classique. Je dois me justifier plus souvent également, c'est ressorti pas mal, ainsi que le sentiment de devoir se débrouiller tout seul. Donc la limite du questionnaire, c'est qu'on ne pouvait pas spécifier en fait les répondants en lien avec la typologie des structures dans lesquelles ils travaillent, puisque, je vous ai dit, on avait une forte représentation des théâtres. Donc voilà, on n'a pas pu croiser cette variable-là, mais par contre, on voit un rapport au travail très fort, une forte implication qu'on a retrouvée dans l'enquête qualitative. Et forte implication, même si certains évoquent effectivement cet isolement, de sortir de leur mission et, comme tu l'as dit, de devoir se justifier fortement. Ça a été redit aussi dans les structures que l'on a rencontrées. Donc à nouveau, on est sur un nuage de mots quand on parle de la relation avec la direction, avec à nouveau un paradoxe, un grand écart entre les gens qui ont trouvé que c'était difficile et les gens qui étaient plutôt confiants. Il y avait une notion de bienveillance aussi selon les structures dans lesquelles on se trouvait. Donc on s'était posé cette question en termes d'hypothèse. Est-ce que la crise n'a pas exacerbé une égalité dans le rapport entre la direction et la technique? Et puis en fait, a priori non. En tout cas, ce qu'on a vu au niveau de l'enquête Quali, pas du tout. Ensuite, on a également une question qui concernait la préoccupation des directions. Alors, beaucoup ont ressenti que leur direction se préoccupait surtout de la reprise d'activité, puisque c'était 89%, c'est assez énorme, et le soutien aux artistes à 79%. Par contre, une perte d'intérêt pour le dialogue social, pour un certain nombre d'entre nous, on a trouvé que c'était comment dire, qu'on avait une perte d'intérêt, et les formations également, 48% ont trouvé qu'il y avait une perte d'intérêt pour le fait de former le personnel. Et donc également sur le management, on a eu le sentiment d'être un peu laissé au niveau du management. Donc oui, là sur cette diapo, ce qu'on peut mettre en perspective, c'est qu'effectivement il y a des écarts forts entre les répondants qui montrent en fait qu'il y a des fonctionnements organisationnels très différents. Et nous on l'a vu après dans l'enquête Quali, les grosses maisons avec des fonctionnements plus descendants et puis les petites structures avec des fonctionnements plus horizontaux. Mais ce qu'on a vu, c'était l'importance de la concertation dans les prises de décision avec, comme je vous le disais tout à l'heure, des maisons qui ont mis en place des groupes de travail internes, au départ qu'avec l'équipe permanente. Et puis quand il y a eu les artistes en résidence, ils ont élargi, ce qui a permis aussi beaucoup d'échanges autour du travail avec finalement la partie technique, la partie administrative et la partie artistique, ce qui était vraiment très intéressant. Les directions donc, étaient très préoccupées par la reprise, mais par aussi le maintien d'activité, avec notamment ces captations, ces résidences. Beaucoup de choses ont été actionnées. Et beaucoup de créativité. On a vu aussi des choses qui se sont mises en place pour aussi, parce qu'il y avait une forte préoccupation de ne pas perdre le contact avec le public également. Donc comment on fait pour ne pas perdre le contact avec le public? Donc là aussi, il y a eu beaucoup d'innovations. Par exemple, il y avait eu pour une structure l'envoi d'œuvres au domicile en kit à remonter avec un mode opératoire, et puis après la personne devait dire ce qu'elle en avait ressenti. Voilà, retrouver d'autres formes d'échange avec le public. Alors bien entendu, c'était plus ou moins facile tout ça. Et puis il y a eu aussi l'été culturel apprenant, où là on avait les permanents en off, on a fait appel donc à d'autres personnes. Ça a recréé d'autres tensions. Les équipes permanentes se sont senties dépossédées dans l'été culturel 2020. 2021, ça a été mieux organisé. On apprend à chaque fois. Donc voilà. Également, donc, se poser une question sur les relations sociales.
Donc naturellement en baisse avec les intermittents, forcément, et avec le public, mais peut-être en hausse avec les artistes accueillis, pour ceux qui ont eu la chance d'organiser des résidences. Et voilà, après, également avec les collègues et confrères et consoeurs et la hiérarchie, une certaine stabilité sur les relations sociales. Oui, puis nous, on a remarqué dans l'enquête qualitative, c'est qu'effectivement, il y a eu une évolution qui est allée dans le bon sens. Aujourd'hui, j'espère que les choses se maintiennent, mais avec également la crise, elle a permis de construire ou de reconstruire un dialogue social interne, et ça, c'est vraiment hyper important. Alors, pas dans toutes les maisons, je vois des petits hochements de tête, mais dans certaines structures, ça a été vraiment très fort. Ça a été, voilà. Mais aussi initié par la direction, ce qui est très intéressant également. Ensuite, on a abordé le thème des difficultés en tant qu'encadrant. Sans surprise, le stop and go arrive en tête avec 87% de questionnements et les reports qui ont vraiment posé souci à nombre d'entre nous. Une influence directe sur la motivation sur la motivation des équipes pour 81%. Également sur les gestes barrières, ça, on a eu ça un peu dans tous les secteurs, les gestions d'activité et le télétravail qu'on a beaucoup été obligé d'organiser en tant que directeur technique. Donc oui, effectivement, beaucoup de difficultés sont relatées par les équipes encadrantes, donc notamment par les directeurs et directrices techniques, notamment sur la continuité d'activité et comment on garde la motivation, avec quel objet de travail. Et c'est là qu'on a vu que finalement, il n'y avait pas de plan de continuité d'activité dans les structures, mais finalement nulle part. Il n'y en a pas. Enfin, je crois qu'il n'y a qu'une structure, je crois que c'est le TNS qui m'a parlé de son plan de continuité d'activité par rapport au virus H1N1, mais qu'ils ne s'en sont pas servis là pour cette crise sanitaire. Donc, ce qui était compliqué aussi dans les équipes, et notamment, là c'est le ballet qui nous racontait ça, c'est qu'il y avait des règles différentes à l'étranger. Parce que le Grand Est, on est transfrontalier, on va aussi de l'autre côté de la frontière, et là c'est d'autres règles. Alors, on ne pouvait pas danser en France, mais on pouvait aller danser à l'étranger. Ou alors on allait recevoir des compagnies de l'étranger. Nous, on allait leur demander un pass sanitaire et chez eux, il n'y en a pas de pass sanitaire. Donc ça a rajouté de la complexité aussi dans l'encadrement des équipes. Voilà, on a noté également des petites phrases avec l'absence, manque d'intérêt personnel, un objectif artistique à tout prix, peu de relations égalitaires, donc peu d'efficacité. C'est un dysfonctionnement structurel aux administrations qui préfèrent ignorer ce problème, confiante, renforcée par les nombreuses décisions discutées depuis un an, solides. Ok. Donc, la dernière partie du questionnaire était tournée vers demain. Comment mieux travailler demain ? Puisque cette crise, elle a beaucoup bouleversé le travail et elle a mis en exergue la fragilité des organisations. Donc, cette projection vers demain, elle est nécessaire. On parle du futur du travail, de nouvelles organisations, voire parfois d'organisations hybrides à inventer, à réinventer. Et donc, du coup, la question, c'était quels enseignements pouvons-nous tirer aujourd'hui de cette situation exceptionnelle ? Donc, les responsables techniques ont identifié 5 points de vigilance. La solidarité entre salariés, la gestion de la prévention des risques, la charge de travail, le sens à redonner à nos métiers, à la place de la technique au sein du projet d'établissement. Donc ça, c'est le nuage de mots. Donc on observe toujours sur ce paradoxe, un patient préoccupé, hâte que ça reprenne, mais perplexe. On voit bien que cet état, c'était l'état d'esprit vraiment au moment de la passation, ce qui démontre une situation sensible dont il faut tenir compte, et presque j'insisterai là-dessus. Puisque certains parlent quand même d'oublier la saison. Moi, j'ai certaines structures qui m'ont dit maintenant c'est derrière nous.
c'est derrière nous, mais avec toute la fatigue qui reste présente, tout le questionnement qui reste en suspens. Voilà. Donc, je ne sais pas où on en est. Donc ici, on va retrouver des changements qui se situent sur l'organisation du travail que l'on souhaite. On parle d'outils numériques, de conditions de travail à changer, pouvant passer par de nouvelles formes organisationnelles. Notamment, a été évoquée la collaboration entre structures, la préoccupation concernant également les intermittents, les relations professionnelles, garder cette écoute, ce dialogue, et la prise en compte de la qualité de vie au travail avec cette réflexion sur l'impact environnemental. Et on retrouve aussi une préoccupation forte sur le travailler ensemble, mais c'est le travailler ensemble, équipe technique, mais aussi avec l'équipe artistique, l'équipe administrative. Comment on va travailler tous ensemble demain. Donc ce qu'on leur a demandé, c'était qu'est-ce qu'il faut éviter. On en est là? Ah non, on en est là. À éviter, oui, à jeter. À jeter. À jeter, à éviter, à jeter. Alors nous, ils nous ont dit d'aller trop vite. Donc ça, c'était au mois de mai 2020. De ne pas surcharger la programmation, de faire des plannings sans pause, de ne pas se précipiter, d'éviter la surenchère des moyens techniques et scéniques et l'absence de concertation, de dialogue entre les services. Je ne ferai pas plus de commentaires parce que, effectivement, la nouvelle saison, elle est surchargée. On en est à 1 saison et demie, voire plus. Mais ça se comprend, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu des créations et comment on fait pour honorer, effectivement, et permettre que les œuvres ne soient pas avortées, comme me disaient certains. Ce qu'il faut éviter, ça je l'ai dit. Ce qu'il faut changer. Alors les répondants évoquent des changements qui se situent sur l'organisation du travail. Donc certains parlent de l'outil numérique, mais c'est pas voilà, là ce que je vous donne, c'est pas vrai pour tout le monde. Pour certains, ils parlent de cet outil numérique. D'autres évoquent qu'il faut retravailler sur les conditions de travail. Voilà. Je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. Ouais. Et enfin, ce qu'il faudrait garder, les répondants relatent une préoccupation autour de, je vous l'ai dit, du travailler ensemble. Ça, c'est vraiment très fort. Ils parlent de la question du sens et de la santé. Et puis aussi des préoccupations fortes autour des intermittents, de l'entraide sur le travail artistique, le télétravail, mais mesuré, adapté, pas forcément comme étant l'outil incontournable, mais voilà, vraiment adapté au fonctionnement de chacun. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver en fait dans ces propositions des pistes d'action que l'on a eues dans l'étude qui avait été faite de l'AFDAS et de la CPNE-FSV, où on va retrouver le comment travailler ensemble sur des territoires. La question du territoire, elle est devenue très forte. Et puis la question environnementale, c'est hyper lié, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire une programmation territoriale? Alors certes, ça peut être au niveau organisation un vrai jeu de Tetris, certains m'ont dit. Prévenir les risques psychosociaux, c'est un sujet, je l'ai déjà évoqué, mais ça fait partie aussi des pistes évoquées dans cette étude. Certains m'ont dit on a envie aussi de travailler le sujet de l'égalité professionnelle, de la mixité professionnelle. Et puis également échange, regroupement, les réseaux, voilà, tous ces éléments-là. Alors en synthèse, on peut dire que, donc en synthèse et en proposition Reditech, on peut dire qu'il y a une dimension organisationnelle qui est très importante, qui concerne les rythmes, les dépenses en tournée, le nombre de projets par exemple, les outils numériques à optimiser, la souplesse dans l'organisation, limiter le nombre de dates également, puisque là la multiplication des dates, on n'a jamais vu ça. Travail en double équipe également, on a relevé l'exemple de Bussan qui est obligé de faire 2 équipes, les équipes qui ont retrouvé un été normal. Et voilà, bon, après c'est le cas particulier des saisonniers en général. Et puis une transformation du travail avec une demande de nouveaux outils. Il y a également une dimension managériale
avec la notion d'équipe, ne pas reporter sur les directions avec un travail collaboratif qui peut être fait, garder une unité entre le plateau et les autres métiers de nos structures, l'importance de l'humain tout simplement dans le management, la dynamique de prévention à renforcer avec un partage des tâches, le besoin de formation supplémentaire également, avec en exemple la gestion du télétravail, motiver les équipes en cas de crise quelle qu'elle soit, et une meilleure structuration des réunions, avoir des réunions plus efficaces. Ça on a appris, oui. On peut aller sur ces pistes-là. Également, ça pose la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Notamment, on parle de la planification anticipée, si on peut travailler mieux demain avec cette piste-là. La période de repos aussi à baliser en début de saison. Limiter également les démontages de nuit. On a l'exemple du TNS qui a limité ces démontages de nuit. Ensuite, on a également une proposition d'une dimension collective et d'un travail en réseau. Alors, bien sûr, à Reditech, grâce au foyer, on a pu beaucoup échanger sur des questionnements en réseau, mais pas seulement. Donc, on parle aussi de plans d'action communs à programmer avec des plans concrets, travailler en réseau professionnel avec des bons outils de collaboration. On parle également de la question d'animer une équipe technique. Voilà, sur cette dimension du travail collectif. Ensuite, il y a tout à fait justement la dimension écologique, puisque c'est une question qui revient sur le tapis grâce à cette crise Covid, avec une réflexion qui est plus territoriale sur la dimension, les déplacements, les transports et l'impact de nos activités techniques. Alors ça, c'est les grands points en tout cas qu'on peut commencer à synthétiser et on va retravailler dessus. Mais juste avant qu'on passe à des questions, parce que c'est important d'avoir aussi vos points de vue, on s'est fait la réflexion sur un travail de l'ARACT qui datait de 2015 en fait. On avait mis en évidence à ce moment-là le lien entre le travail en fait, comment dire, sur la temporalité en fait de la mise en place d'un spectacle et des rapports qu'il pouvait y avoir. Donc Micheline, peut-être c'est un tableau qu'on a ressorti des archives 2015 et quelques explications qui sont quand même intéressantes parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très proche. Ouais. En fait, l'idée de ce schéma-là, c'était pour sensibiliser les structures sur à quel moment on va solliciter l'équipe technique et la direction technique, à quel moment, et puis les échanges, comment on échange sur la programmation et quel va être l'impact. Et on voit, effectivement, on a essayé d'identifier à cette époque-là les impacts. Donc si on est très en amont au moment du choix des projets, on voit qu'on est dans le vert. Au niveau de l'organisation du travail, on pourra anticiper la charge de travail. Certains me disaient, comme ça, moi, je sais, je peux prévoir l'équipe dont je vais avoir besoin, par exemple. Et puis, en termes de compétences, de quoi j'aurai besoin. Sur les relations professionnelles, du coup, elles sont beaucoup plus harmonieuses. Ça va plus facilement créer des collectifs de travail. Et la préservation de la santé, on voit qu'on sera sur une prévention plus efficace parce qu'on est en amont et qu'on va anticiper les problématiques. Et puis sur la sécurisation des parcours professionnels, le développement des compétences, que je disais juste avant. Voilà. Si on est en cours de programmation, on voit que ça va demander des efforts d'adaptation plus soutenus. Il peut y avoir des tensions qui commencent à se créer dans les équipes. La prévention, elle va être plus ponctuelle au coup par coup et donc pas forcément sur du long terme, mais moins efficace. Et puis, pareil pour le développement des compétences, avec aussi des difficultés pour les intermittents notamment, d'être en formation, en tout cas de mettre de la formation également. Et puis quand c'est au moment de la mise en œuvre, on se retrouve là dans le rouge, avec des prises de risques beaucoup plus importantes. Donc quand on a échangé entre nous, ça nous a fait tilt, on s'est dit mais ça c'est toujours d'actualité en fait. Et c'est important, à l'époque on disait c'est important de remettre, et c'est ce que disent les structures, de remettre des échanges entre la technique, l'artistique, l'administratif autour de l'objet scénique, et c'est vraiment hyper important.
Et du coup, j'anticipe un tout petit peu sur la conclusion, mais encore une fois, on va échanger tout de suite. En fait, ça amène à une réflexion qui est importante, c'est la notion du travail sous contrainte. Et là, si on ne parle pas du Covid, c'est quand même notre quotidien, nous, le travail sous contrainte, c'est-à-dire qu'on s'appelle programmateur artistique, administratif, etc. Il faut que les choses puissent se monter où tout le monde se parle en même temps, au bon moment. Ça, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui programme, il ne s'agit pas de se faire plaisir et de programmer un spectacle, il s'agit de s'assurer quelles seront vraiment les incidences. Et on est tous bien placés pour savoir combien il est important qu'on soit là au bon moment. Et ce qui est finalement très intéressant dans cette crise Covid, c'est que ce travail sous contrainte, finalement, la contrainte, on l'a tous eu. La personne n'a eu à se poser la question. La contrainte est arrivée. Et ça a du coup mis encore plus en évidence le fait qu'il fallait absolument qu'on arrive à travailler ensemble et à tous les niveaux. Et quand même, on sort donc d'une table ronde où on avait notamment deux personnalités autour de la table. On avait Laurent Bayle et puis on avait également donc Christopher Miles. Je cite quand même, parce que c'est important et on l'a bien retenu dans nos oreilles de directeur technique, je cite en extrait Laurent Bayle qui nous a redit très fortement que la technique était un moteur important du spectacle vivant, que c'était une question centrale dans le positionnement des grandes maisons, que la technique était bien à l'interface de la production, de l'artistique, de l'administratif, et que l'organisation devait être absolument flexible et évolutive pour que la technique soit inscrite dans ce dispositif dès le début, dans le dispositif de décision. Et puis la deuxième couche a été apportée par Christopher Miles, qui nous a à un moment donné, qui a abordé le sujet, en nous redisant combien il était important que les directeurs techniques ne soient pas considérés comme, entre guillemets, des gens de l'intendance, et ils soient bien intégrés dans tous les processus de décision et dès le début. Ça implique que les artistes, que les directeurs artistiques, etc., soient bien sensibilisés à ça. Et lui-même a apporté de ses propres voeux l'intérêt qu'il y ait des formations communes, où on puisse vraiment être sur ce niveau avec des artistes, et puis nous, responsables, ingénieurs, ou autres, pour vraiment favoriser ces clés de rencontre, voilà, parce que c'était extrêmement nécessaire que ce bon réflexe soit pris dès le début. Voilà, je ne résistais pas à l'idée de vous redonner ces deux explications-là. Et on n'a pas tout à fait fini parce que maintenant, il y a un micro qui va circuler. Et ce qui serait intéressant, évidemment, si on peut rester sur une note un peu positive, c'est surtout, puisque c'était un peu l'intitulé de ce questionnaire, on vous a donné des chiffres, des extraits de chiffres. Encore une fois, les chiffres complets seront consultables sur le site. Mais on aimerait bien avoir vos avis, en tout cas, sur ça et sur cette proposition des points d'inflexion qui sont importants. Oui, s'il y a des questions ou des retours sur le questionnaire. Oui, pardon. Est-ce que vous pouvez vous présenter à chaque fois avant de vous exprimer? Merci. Merci. Rémi Vanderhem, donc on va changer de casquette cette fois. Ça sera en tant que secrétaire général du SAMTAC CGT, le syndicat national des professionnels du théâtre et des activités culturelles. Très intéressant, comme souvent, les travaux menés par l'association Reditech. Moi, j'avais juste une question. Ça a été une remontée de terrain des salariés intermittents, principalement, pendant toute cette crise. Et au regard de l'accompagnement fait concernant l'activité partielle et les atermoiements du ministère du Travail, concernant la contractualisation qui est faite par les directions techniques avec les salariés intermittents et la temporalité dans laquelle est faite cette contractualisation au regard des règles qui avaient été érigées par le ministère du Travail et qui de fait a conduit de nombreuses structures à ne pas permettre aux salariés intermittents de pouvoir bénéficier de l'activité partielle pendant au moins la première phase de la crise Covid en 2020. Et si au sein de l'association, cette problématique a été relevée et si vous avez décidé d'une façon ou d'une autre dans l'organisation du travail et dans votre relation avec les équipes de convaincre vos directions de pouvoir mener cette contractualisation dans un délai suffisamment important pour l'entreprise comme pour les salariés intermittents au regard des nouvelles crises qui vont certainement se répéter pendant quelques temps là. Merci. Alors,
pas simple de répondre tout simplement parce que nous, on ne représente que nos propres structures. Hein. Encore une fois, là, on a essayé de faire avancer le schmilblick sur ce sujet-là. Chaque structure a eu des raisonnements différents qui peuvent être analysés évidemment et chacun pourrait amener des réponses. Je pense qu'on aurait tous des réponses différentes. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet important puisque l'idée même, nous, de réfléchir à ça, à ce sujet, la question de l'intermittence a été prégnante. Quand j'expliquais tout à l'heure qu'on avait, nous, sollicité à un moment donné, et on a tapé haut puisqu'on a directement écrit au Premier ministre, cette question d'intermittence, elle est essentielle parce qu'on sait tous dans nos structures que c'est cette force de travail, ces compétences-là, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui dans un modèle actuel. Quand on a eu donc Christopher Miles qui était donc à Paris, lui nous a aussi confirmé que cette intermittence-là n'est pas en danger aujourd'hui. Mais par contre, ce que tu dis est important, évidemment, c'est de voir comment on a pu aussi gérer ou pas cette crise-là. Et je crois tout simplement qu'on a tous un peu improvisé. Enfin, moi, je ne suis pas à la place de ma directrice, mais il a bien fallu trouver des solutions. L'intermittent, je l'ai dit tout à l'heure, et moi c'est de l'expérience personnelle, c'était ma hantise, c'était qu'on coupe le lien. C'était ces difficultés, au-delà de l'année blanche, au-delà de tout ce qui a été donc proposé pour aider cette population-là. Moi, la hantise, on est des humains. Enfin, ce qui nous lie dans ce métier, c'est un travail d'humain. Voilà, on est dans une cause qui est magnifique, on est dans mais le plus important, c'est des relations humaines. Et cette population-là, il faut absolument qu'on se coupe pas d'elle. Ça répond pas tout à fait à ta question, mais pour répondre sur Editech, peut-être que le président de Editech, qui est juste derrière toi, pourra ou pas apporter une réponse à ça. Moi, j'ai juste l'intuition qu'on ne peut pas se désolidariser et qu'on aura forcément intérêt à se pencher sur ça, quoi. Bon, c'est un peu difficile de répondre. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir sur les avis, les propositions là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous proposez? Sachant que on sait tous qu'on ne pourra pas revenir comme avant, en fait. Hein. C'est bien cette question-là qui nous hante. C'est qu'on ne pourra pas faire comme si c'était comme avant. Quand on parle de la difficulté, je l'évoquais tout à l'heure, hein, cette idée que pendant des mois, on a été habitué, et moi c'était la première fois depuis des quelques dizaines d'années, d'être chez soi à la maison, les soirs, les week-ends, etc. On voit bien que la difficulté aujourd'hui, c'est quand même, et moi j'ai encore le cas aujourd'hui quand j'aborde la question, c'est de personnes qui ont envie de prendre un rythme différent, que ce soit des intermittents qui te disent aujourd'hui, bah non, ce soir, moi j'ai prévu un truc en famille, ou bah non, ce week-end, normalement, je vais partir en week-end. Ça n'existait pas. Moi, j'ai pas connu ça dans les années antérieures. Et là, je trouve que ce qui est important, c'est de l'entendre, mais de pas l'entendre. Alors évidemment, c'est un peu agaçant quand on est en train quand on est au 20e intermittent et qu'on n'arrive pas à trouver la bonne personne. Mais en attendant, le vrai intérêt, je trouve, et sans doute un vrai challenge pour demain, c'est justement de se dire, bah, ok, c'est comme ça maintenant, il va peut-être falloir qu'on raisonne autrement. Et ça, c'est important, parce que la réponse, elle sera collective. Hein, ce sera à un moment donné de faire bouger des lignes. C'est ce que Reditech essaye de faire depuis nombreuses années. Et on le fait modestement, mais on essaye de le faire. C'est de faire bouger les lignes. Et d'aller dans ce sens, oui, ce sera une vraie révolution, c'est de voir comment on peut s'interroger pour que, ok, les gens et pour des raisons tout à fait normales et valables, ont besoin de trouver une meilleure respiration, on va se débrouiller pour essayer d'apporter des réponses. Tu as cité tout à l'heure l'exemple de Bussan, par exemple, où Bussan, effectivement, le directeur directeur artistique, nous a expliqué qu'ils avaient infléchi leur mode de programmation pour libérer du temps libre pour des salariés. Voilà, c'est quand même pas anecdotique d'entendre ça. On a cité le TNS qui a aussi mis en place des choses structurelles dans l'organisation de la journée pour que les salariés puissent, après un spectacle, se reposer et revenir le matin frais, dispo, et puis entre parenthèses en meilleure santé aussi, en s'abîmant moins, quoi. Donc ce sera tout le pari, et là je suis pas habilité pour parler au nom de tout Reditech, mais je pense qu'on a tous ça en tête. On a tous en tête que dans le mieux travailler demain, c'est qu'il faut aussi qu'on progresse. Voilà, il y a des certitudes qu'il faut peut-être laisser de côté, et puis essayer de voir qu'est-ce qui raisonnablement peut être changé, ou est-ce qu'on peut essayer de faire bouger des lignes, quoi. Quelqu'un va dernier? Bonjour, Fabrice Gerbert, je suis responsable de formation à l'Institut supérieur technique du spectacle et ancien directeur technique plus en activité à l'heure actuelle. Je rebondis sur cette chose-là, c'est qu'effectivement, si on veut faire bouger les lignes, là par exemple, on voit bien qu'avec l'hôtellerie-restauration, ils savent qu'ils ont à peu près 200 000 personnes qui ont quitté leur activité
Et comme par hasard, là, on trouve des moyens de faire changer les mentalités. C'est-à-dire qu'il commence à parler d'avoir minimum 1 ou 2 week-ends de repos par mois, par exemple. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport, par exemple, à la commission paritaire pour dire, regardez, là, on sait que tous les cadres techniques sont tous en souffrance pour trouver du personnel. Mais tant qu'on arrive à trouver du personnel, les employeurs ne vont pas changer, parce qu'on répond toujours à la demande. Mais si on commence à avoir des chiffres, nous, en disant on a perdu 10 000, 20 000, 30 000 intermittents du spectacle ou artistes, etc., peut-être que c'est un moyen supplémentaire de faire pression pour faire changer les mentalités, peut-être. Vous voulez réagir? Donc, je ne vais évidemment pas répondre à la place de l'association Reditech, ce serait quand même... non, juste, nous sommes actuellement en négociation annuelle obligatoire sur les salaires. Et évidemment, alors il y aurait un scoop peut-être, je ne sais pas si je peux encore le dire, mais évidemment que la question de la tension du recrutement au regard des grilles salariales des minimums a été posée, était une véritable remontée de terrain. Après, je laisserai les directeurs techniques évoquer leurs possibles ou pas difficultés. Et là, du coup, ça dépend ensuite de type de structure, de type de territoire. Il y a plein d'enjeux différents et de contextes. Mais globalement, l'écrasement de la grille, que ça soit dans la vivant privée ou dans la vivant publique, fait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés de recrutement au poste d'administrateur, avec des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues depuis 2 mois, ce qui n'était jamais arrivé avant, au poste de direction technique. Mais il y a un moment donné où voilà, la question que s'est posée l'organisation professionnelle dans l'hôtel-restauration en faisant des annonces d'augmentation de 8 à 9% des minima et une organisation, le versement d'un 13e mois. Enfin bon, il y a un moment donné, se pose la question de l'attractivité, ce qui ne s'est jamais posé. Travailler dans le spectacle, c'est merveilleux. On peut sortir d'une école à bac+5 et faire encore 6 mois, 1 an, 2 ans de stage avant de commencer à être payé au SMIC. Ça ne posait des problèmes à personne. Et cela dans des conditions de suggestion à travers le travail le soir, les week-ends, etc., qui étaient quand même complètement disproportionnées. Et que c'est vrai que cette crise a provoqué... un sursaut peut-être de bon sens, de se dire mais est-ce que tout ça en vaut vraiment la peine? Et qu'aujourd'hui, les organisations professionnelles d'employeurs prennent conscience parce qu'ils sont dans cette difficulté. Donc effectivement, au 1er décembre, il devrait y avoir une valorisation salariale, en tout cas dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Ça va se décider d'ici la fin de semaine et se contractualiser, mais voilà où nous en sommes. Elle ne sera pas exceptionnelle, on connaît le secteur, on connaît... mais en tout cas, il y a une démarche un peu volontaire pour essayer de commencer à répondre à ça. Et puis surtout, à tous les niveaux de la grille. Pas seulement sur les plus bas salaires, comme ça a toujours été le cas, et qui avait créé ce tassement. Là, on s'est mis d'accord que ça serait du directeur et avec... voilà. Sachant que généralement... En haut de grille, on est plutôt sur des salaires réels que sur des minima conventionnels, alors qu'en bas de grille, on est plutôt sur des minima conventionnels. C'est une réalité des pratiques. Mais tout ce que tu dis, ça part bien du principe qu'on décide tous ensemble que la culture devient indispensable. Voilà. Oui, non, mais... Alors je voulais rajouter juste un petit truc parce qu'on a parlé tout à l'heure dans le mieux travailler demain sur la partie management. Il y a une chose sur laquelle on est vite passé, c'est quand même la formation. C'est la formation et par exemple, vous avez tous été exposés à ça, c'est que qui de nous était préparé au télétravail? C'est-à-dire à la fois sur les parties techniques, évidemment, mais surtout sur comment on gère une équipe à distance. Ça, on ne sait pas faire. Il a fallu apprendre à ça. Et évidemment, sur la technique, c'est un petit peu moins prégnant que sur d'autres secteurs d'activité. Mais quand même, comment on arrive à gérer des gens quand ils sont éloignés, quoi. Donc voilà, la partie formation va être absolument importante. Ça veut dire aussi qu'il faudra réussir à fléchir des choses aussi, y compris avec les écoles, évidemment, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Là-bas. On a encore le temps. Merci. Bonjour Laurent, je suis consultant en santé au travail. Donc j'interviens sur la question juste avant. Vous parliez de solutions qui pourraient être un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Je pense aussi que c'est un secteur où
il y aura toujours du travail de soir, il y aura toujours du travail de week-end. Donc on peut travailler cette question-là, c'est intéressant. Mais une des questions qu'on peut aussi se poser, c'est qu'est-ce qui fait que le métier est moins séduisant, moins attractif? Pourquoi les jeunes veulent moins aller vers ces métiers? Qu'est-ce que ça dit de vos organisations du travail, mais aussi de la convivialité dans vos métiers? Je pense qu'il y a eu des choses qui ont changé. C'est des choses qui, à mon avis, doivent être travaillées de façon, je dirais, plus globale sur la qualité de vie au travail, pas que l'équilibre vie privée, vie pro. Dans la restauration, ils ont le même souci. Et je pense que c'est pas... On peut apporter des week-ends supplémentaires, des soirées supplémentaires, mais nous, quand on vient voir vos spectacles, on vient le soir, les week-ends. Donc on continuera de venir le soir et les week-ends. Donc je pense que c'est vraiment une question qui est beaucoup plus large que l'équilibre vie privée, vie pro. Je pense que c'est vraiment une question globale autour de la qualité de vie au travail. Peut-être que Micheline a des éléments de réponse sur ce sujet. Oui. Non, je rejoins tout à fait Laurent. Effectivement, c'est ce qu'on s'est dit aussi, c'est que, en fait, pour travailler ce sujet de la qualité de vie au travail, il faut bien une porte d'entrée, et aujourd'hui, c'est celle-là qui s'ouvre. C'est celle qui est mise en avant. Et je voulais juste rajouter que j'interviens aussi dans les EHPAD. Vous voyez, je ne suis pas que dans la culture, pas que dans le spectacle, et c'est la même question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés de recrutement et ils ont des personnes qui n'ont plus envie de travailler les week-ends, qui ne veulent plus faire 12 heures. Voilà, il y a effectivement aussi une question d'attractivité dans ces métiers. Il y a aussi une question énorme autour de la qualité de vie au travail. Mais on voit bien que finalement, il y a des paradigmes qui sont en train de bouger et qu'il faut se pencher dessus et voir quelles réponses on peut apporter. D'autres réactions avant qu'on rende l'antenne? Devant, monsieur Van der Heim. Monsieur Van der Heim. Oui, toujours. Je ne veux pas monopoliser le micro, mais c'est du coup, c'est maintenant que commence le débat, quoi. Donc on a envie d'y participer un peu. Non, c'était pour dire que évidemment, une valorisation salariale ne réglera pas la problématique de la qualité de vie au travail. Et d'ailleurs, un nombre important de structures se sont retrouvées avec, y compris dans les équipes permanentes, avec des gens qui ont démissionné, qu'on a essayé de retenir, en proposant des valorisations salariales importantes, mais qu'on dit mais non, c'est terminé, j'en veux plus, quoi. Donc la situation est un peu plus inquiétante que simplement trouver une attractivité au secteur. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène de... il y a eu ce phénomène de perte de sens. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment dans le monde d'après ou est-ce qu'on me repropose le monde d'avant ? Et que la perception est clairement, on est en train de me reproposer le même monde. Et les gens n'ont pas envie de s'y inscrire. Les salariés de notre secteur, qui sont généralement passionnés, enfin on voit bien tout, même les chiffres de cette étude qui montrent l'engagement et la volonté, c'est des métiers passion. Et finalement, aujourd'hui, c'est en train c'est en train de s'affaiblir clairement et qu'il va falloir effectivement réfléchir collectivement à comment permettre à notre secteur de se penser dans ce monde d'après. Et il n'y a pas que la valorisation salariale, c'est un aspect que j'ai évoqué rapidement, je ne voulais pas qu'on s'en arrête là, quoi. Il y a beaucoup d'autres choses à construire. Bonjour, Mathieu Pic du Forum de Vauréal, directeur technique. Ouais, moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit et je comprends tout à fait tous vos points de vue. Nous sommes une petite structure et je dois dire qu'on a repris les concerts normalement, disons à peu près normalement depuis maintenant 2-3 mois. Et toute l'équipe s'est remobilisée et retravaille absolument normalement avec la même motivation qu'avant. Voilà. C'est pas pour vous contredire, parce que je comprends tout à fait tous ces points de vue, mais aujourd'hui, tout le monde est revenu à son poste avec un grand, grand plaisir. C'est aussi des remarques qui sont apparues dans les questionnaires, c'est qu'il y avait cette impatience. Il y a eu cette impatience à un moment donné de se relancer. C'était flagrant en tout cas sur cette volonté-là. D'accord, merci. Et puis pour préciser aussi les choses, il faut bien considérer cette enquête comme à l'instant T, au mois de mai 2021.
Alors, je pense qu'on est... ça va être le moment... Michel, peut-être ouais. Oui, je voulais juste effectivement rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Effectivement, hein, le même constat. Toutes les structures ne sont pas à la même enseigne. Ce qui serait intéressant, c'est de voir justement comment vous avez géré et qu'est-ce qui a permis de garder le sens. Parce que la question du sens, elle est primordiale. Moi, j'ai des directeurs qui m'ont dit, j'ai cru qu'ils allaient avoir notre peau. Et vraiment, enfin, ils l'ont dit comme ça. Donc, c'est comment on se relève, comment on avance et comment on permet aux équipes de se réapproprier le travail et de garder ce sens-là. Donc, c'est vraiment hyper important. Mais voilà. Et le point de vigilance que j'ai, c'est aujourd'hui, vous êtes dans une suractivité. Comment vous allez prendre ce temps-là de réflexion? Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Attention, les équipes sont fatiguées. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à tout ça, quoi. Ça, c'est un constat qu'on a pris au début de la saison dernière, où on a recommencé notre saison en septembre, octobre, et en se sondant les uns les autres, en fait, on avait une fatigue comme si on était en train de finir une saison, quoi, alors qu'on est en train de redémarrer. Voilà. Je pense que ça va être l'heure, hein, c'est ça. Oui. Moi, je voudrais remercier évidemment Micheline et l'ARAC parce que c'est des alliés très importants sur ce moment-là. Et puis leur expertise évidemment va continuer puisque tu vas aussi continuer toi, de travailler et notamment de revenir vers les fameuses structures qui ont bien voulu échanger avec toi. Et évidemment remercier les JTSE parce que cette tribune-là elle est importante pour nos professions et donc avec les JTSE évidemment les éditions AS. Remercier évidemment Pablo, Clémentine et leurs équipes techniques. Voilà, c'est agréable aussi d'être attendu et d'être accueilli. Il y a 2 rendez-vous importants. Hein. Le premier, c'est que le stand ReadyTech existe évidemment. Et pour ceux qui ne sont pas passés, n'hésitez pas et on pourra évidemment essayer de continuer d'échanger autour de ça. Et puis il y a le rendez-vous Régis des BIS de Nantes en janvier. Le sujet, on va aussi essayer de parler d'autre chose. Et ce sera un sujet qui donc est lié à la maîtrise d'usage. Dans les aménagements des lieux. Didier, tu avais un ultime sondage à faire avant de vraiment rendre l'antenne. Oui, pour voir où on en est à la fin de cette table ronde. Je voulais savoir qui de vous, au 1er janvier 2020, avait envoyé un message de bonne année à ses collègues, ses confrères. Bon, d'accord, le flop. Qui a failli quitter la salle aujourd'hui à chaque fois qu'on a prononcé le mot Covid? Bon, on l'a pas dit, alors bon. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Et puis bonne fin de journée. À bientôt. Merci à tous.